Bonjour, c'est Bernard. Je veux vous présenter ce soir quelques éléments supplémentaires pour vous permettre de préciser davantage quel est le contenu de cet atelier sur les types psychologiques. En fait, vous avez compris que quand je parle de type psychologique, eh bien, je fais référence aux types psychologiques qui sont définis par l'énéagramme. Et en fait, ces types psychologiques définis par l'énéagramme sont d'une très très grande richesse et d'une très très grande précision. Donc, ils sont utilisables à peu près n'importe où, dans n'importe quelle circonstance. Et eh bien, on va rentrer dans le détail tout de suite, comme ça vous allez voir le contenu de façon un peu plus détaillée. Et vous pourrez vous faire votre opinion. Bien, nous allons commencer par le module 1, le détail du module 1. Et dans ce module 1, il y a évidemment l'histoire de l'énéagramme et histoire de l'énéagramme, mythe ou réalité. En fait, il y a sûrement une part de mythe, mais il y a quand même une part de réalité parce qu'il semblerait bien que l'énéagramme ait été conservé pendant des siècles dans un monastère très retiré d'Afghanistan. En tout cas, c'est ce que racontait Gurdjieff, qui a été l'introducteur de l'énéagramme à l'époque moderne. Mais on verra aussi qu'il y a quand même quelques indices qui nous montrent que, et notamment par le lien fondamental et si peu connu de l'énéagramme avec la philosophie bouddhiste, qui a réellement été découvert par Claudio Naranjo. Je vais vous raconter la petite histoire parce que moi, j'avais le sentiment depuis des années et des années et des années qu'il y avait un lien entre le bouddhisme et en particulier les 5 Bouddhas de méditation, etc. et l'énéagramme. Et je n'arrivais pas à trouver ce que c'était. Et c'est Claudio Naranjo qui, au cours d'un séminaire auquel j'ai assisté, et bien subitement, il fait cette référence-là. Et ça passe complètement inaperçu. Et j'ai levé tout de suite la main pour poser une question. Il a pris ma question. Il a commencé d'y répondre, mais il s'est arrêté en plein milieu en disant mais ça intéresse pas tout, ça intéresse personne en fait. Le reste des participants ne sont pas du tout au courant de tout ça. Et on va pas développer. Mais j'ai vite noté ce qu'il disait. Et en fait, vous verrez que c'est extrêmement pertinent et ça permet de comprendre l'énéagramme en profondeur tout de suite. Donc ensuite, eh bien, on passera à la construction de base de l'énéagramme, c'est-à-dire comment l'énéagramme est construit basiquement et comment il faut le construire de zéro pour pouvoir bien le comprendre. Alors ensuite, dans le module 2, on va voir comment les 5 émotions de base viennent bousculer la construction de l'énéagramme qu'on aura fait à la fin du module 1. Et ces 5 émotions de base, c'est évidemment tout l'apport bouddhiste dans l'énéagramme. Et cet apport bouddhiste dans l'énéagramme c'est lui qui donne la structure de l'énéagramme tel qu'on le connaît. Parce que si on avait suivi la logique de construction de l'énéagramme, on n'aurait pas l'énéagramme tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est la rencontre avec ces 5 émotions fondamentales du bouddhisme qui permet de comprendre l'énéagramme tel qu'il est aujourd'hui. Ensuite, on commencera aussi avec une introduction sur les 3 feuillets de l'embryon comme point de départ, parce que vous savez que les cellules souches de l'embryon, très rapidement, elles se divisent en 3 feuillets, ce qu'on appelle les 3 feuillets de l'embryon, qui vont chacun donner des parties du corps, mais on rentrera dans ce détail-là, qui est un peu technique, il faut bien le dire, on rentrera dans ce détail-là directement lors de l'atelier. Ensuite, on va s'intéresser à comment déterminer le type de base d'une personne. Et il n'y a qu'une seule méthode, enfin 2, il faut observer et questionner. Et vous verrez que c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense. Parce que dans cette construction de l'énéagramme telle que je vais vous la présenter, vous allez avoir tous les éléments pour pouvoir poser votre question et vos questions de manière extrêmement pertinente et en quelques minutes, vous êtes susceptible d'arriver quasiment à définir où se trouve la personne dans l'énéagramme.
Donc nous voilà au module 3, dernier module, et là on va dessiner le panorama des 9 personnalités de base de l'énéagramme, et surtout le panorama et comment les repérer les unes par rapport aux autres, les incidences qu'elles peuvent avoir. Parfois il y a des relations entre ces personnalités de base qui sont assez particulières, et donc on va aborder tout ça. Et ça va vous donner un peu plus de texture, un peu plus de, comment dirais-je, de contenu, quoi, de fondamentaux sur l'énéagramme. Hein. Ensuite, on va avoir comment les sous-types, tels qu'ils ont été définis par Claudio Naranjo, qui est vraiment le grand inspirateur moderne de l'énéagramme, comment ces sous-types produisent en fait les 108 types de personnalités, les 108 personnes, les 108 êtres, 108 êtres, les 108 êtres du mala bouddhiste. Vous savez que le mala bouddhiste, c'est ce que les bouddhistes tournent à la main. Je ne sais pas s'il y en a un là par là, non, j'en ai pas, mais je vais essayer de vous en trouver un pour l'atelier. Et il compte 108 grains. Et en fait, le symbolisme, c'est que on le fait tourner comme ceci, et chaque fois qu'on tire sur un grain, on tire un être de la souffrance. Et les mantras bouddhistes qui sont prononcés en faisant tourner les grains du mala sont là pour sortir les 108 êtres de la souffrance. Et en fait, il semblerait que ces 108 êtres du mala bouddhiste représentent ni plus ni moins que les 108 archétypes qui puissent exister dans l'espèce humaine. Alors, on va pas aller faire une généralité, peut-être qu'il y en a 109, peut-être 110, peut-être que 97, peut-être plusieurs milliers, j'en sais rien. Mais en tout cas, les 108 êtres, c'est une très belle approximation, et surtout, c'est complètement, on arrive à ça par des déductions logiques, tout simplement. Ensuite, peut-être le principal, hein, la conclusion qui va être le point quasi principal, qui est comment et pourquoi employer l'énéagramme au quotidien, et l'employer dans quel domaine. Quand même ici, on est là pour s'adresser aux hypnothérapeutes, aux coachs, aux gens qui travaillent dans la relation d'aide, et leur montrer comment ils vont pouvoir utiliser l'énéagramme de manière extrêmement intéressante et productive, et que ça va beaucoup les aider. Et ça va les aider à 2 niveaux. D'une part, à comprendre le comportement humain en phase 2, d'accepter le leur, de comprendre les interactions qu'il peut y avoir entre eux et leurs patients, etc. Et surtout, d'avoir une espèce de philosophie humaniste quelque part, hein, de reconnaître chacun en fonction de son historique, quoi, enfin de son historique de constitution, si je puis dire. Et donc de son type psychologique. Et comment parfois les gens sont en prison dans leur type psychologique, ils ont beaucoup de mal à en sortir. Alors dans la thérapie, puis dans les relations aussi, parce que dans les relations, c'est parfois vital, parce que ça peut éviter de grosses déconvenues, parce que évidemment, les gens, quand ils sont pris dans leur schéma typique d'énéagramme, ils vont se comporter en fonction du schéma et ils vont avoir énormément de mal à en sortir. Et puis le etc., c'est pour toutes les autres applications possibles, en coaching, en management, je sais pas moi, dans le sport, on peut tout imaginer. Voyez. Alors là, après, chacun saura traduire tout ce qu'on aura vu au préalable pour le mettre dans sa pratique personnelle. Voilà, écoutez, j'espère que tout ça a retenu toute votre attention, que vous commencez à mieux comprendre quel est l'intérêt de se connecter à cette pratique-là. Et alors, je veux revenir sur l'originalité de ce que je vais vous proposer. Des bouquins sur l'énéagramme, vous en avez des milliers. Des séminaires sur l'énéagramme, vous en avez des centaines. Peut-être pas des centaines, mais en tout cas des dizaines, c'est sûr. Ce que je vous propose ici, c'est quand même quelque chose qui est assez spécifique, parce que il y a l'énéagramme de manière classique, il y a une grosse influence de Claudio Naranjo, et surtout il y a tout l'aspect bouddhiste qui est pas du tout connu,
et qui est assez mal identifié, qui est quasi totalement inconnu, même du côté des bouddhistes, ils savent pas que l'énéagramme est connecté au bouddhisme. Oui, ou très peu le savent. En tout cas, moi je ne connais pas qui font ce parallèle. Voilà. Eh ben, à très bientôt. Alors, pour en savoir plus, pour se connecter à tout ça, c'est pas compliqué. Vous avez soit le statut Facebook qui est au-dessus, dans le post au-dessus de la vidéo, soit vous avez le petit i pour information dans le coin de YouTube, vous cliquez là-dessus, vous allez avoir votre adresse mail à donner, etc. Et puis, ma foi, allons-y. Et puis, je serai ravi de pouvoir vous faire partager ce savoir-là. Merci à tous, merci à vous et à très bientôt.